S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello les légendes, bienvenue pour notre 77e épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. On se retrouve cette semaine avec l'actuel 211e joueur mondial, le français Constant Lestienne. L'interview a été tournée à la fin du premier confinement, mais elle n'a pas perdu en fraîcheur. Constant nous raconte comment il a fait évoluer son jeu à force d'abnégation pour passer de négatif à numéro, jouer les futurs puis accéder au Chal. Vous verrez que c'est un déclic en particulier qui a fait passer ses paliers. Il nous parle de la différence des conditions de jeu et de niveau en détail entre futurs et challenger, et même du gap avec les joueurs du top 100. Excusez la qualité du son, il y a parfois un peu de vent dans l'oreillette, mais globalement ça le fait. Notre invité nous raconte les 3 semaines avec Federer chez lui, à Dubaï, à faire sparring avec Corentin Moutet. On couvre ses ambitions, ses paliers mentaux, ses collègues de travail, son amour pour la magie. Constant se livre en toute décontraction et ça fait plaisir de découvrir cette personnalité du circuit secondaire à qui on souhaite d'accéder au top 100 et même plus. Avant de lancer l'épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter gratuite en lien dans la description. J'envoie 2 ou 3 mails par semaine avec le conseil coaching numéro 1 de nos derniers invités du podcast. Généralement, c'est du pain béni et c'est gratuit, alors fonce, c'est le premier lien juste en dessous. Pense à nous mettre un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles et à t'abonner, peu importe la plateforme audio sur laquelle t'écoutes notre podcast. Enfin, cette semaine, tu as accès à notre 12e masterclass, le coup droit parfait, avec la biomécanicienne Caroline Martin, passée sur le podcast épisode 70. Une masterclass, c'est quoi ? C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante: où es-tu le plus fort et quel sujet maîtrises-tu le mieux ? Nous élaborons ensemble un plan, et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. On a donc décortiqué pendant 1 heure avec Caroline le 2e coup le plus joué au tennis, à savoir le coup droit, et si tu veux en faire une arme, être capable de tuer le point, d'arrêter de mettre la balle milieu du filet ou de décentrer quand ça devient chaud aussi. Notre 12e masterclass sur le coup droit parfait est en ligne. On te détaille tous les fondamentaux d'un coup droit parfait sur le plan biomécanique. On te livre les positions optimales que ton corps et ta raquette doivent adopter pour gagner en vitesse et faire gicler la balle après rebond, avec des schémas clairs et applicables. Tu vas découvrir comment faire avancer la balle plus vite en coup droit et la rendre plus lourde à la frappe. Tu vas au passage gagner en sécurité dans ton jeu en faisant davantage tourner la balle. Caroline nous livre aussi le petit plus des pros en fin de préparation de coup droit, ce que les anglo-saxons appellent tap de dog, caresser le chien. On détaille enfin le type de prise de coup droit et d'appui pour non seulement choisir les plus efficaces et les moins traumatisants pour ton corps et éviter les blessures. Toutes les masterclass sont garanties satisfaits ou remboursés à vie avec une simple demande par mail. Tu n'as plus d'excuses pour ne pas progresser cette année et aller grappiller 2 classements avec ce nouveau cours en description. Il est possible de recevoir un nouveau cours tous les 15 jours avec la formule abonnement ou alors de récupérer là ou les masterclass de ton choix en cliquant sur le 2e lien en description de l'épisode. Si tu as la moindre question, écris-moi à max@tennislegend.fr et je t'enverrai toutes les infos par mail. Allez, c'est parti pour notre 77e épisode avec Constant Lestienne. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors, Constant Lestienne, t'es né le 23 mai 92 à Amiens, en Picardie. On a presque un point commun, Constant, parce que je suis né à Beauvais, figure-toi, si c'est pas beau ça. Ok. Tu fais ouais, c'est pas loin. Tu fais 1m80 pour 77 kg. Non, ça c'est pas 77. Non. Ah, je sais pas où tu as eu ça, mais c'est 72. D'accord, c'est sur ta fiche ATP. Les gars, ils sont pas bons. Ouais, ils m'ont rajouté quelques kilos alors. Ouais. T'as 2 sœurs plus jeunes que toi. C'est ça. La transition entre les juniors et le circuit a été assez dure parce que tu t'es blessé pendant 1 an et demi à la hanche. Tu mets tes ambitions de côté et commences des études en management. En 2012, tu repars sur le circuit en voulant terminer ton cursus d'études. Tu mets 3 ans pour rentrer dans le top 300.
Début 2016, tu es 205e. La Fédé t'offre une wildcard à Roland. C'est l'occasion de souffler financièrement et pourquoi pas de faire un bon coup. Sauf que malheureusement, il te la retire la veille du tournoi à cause d'un pari sportif de 2,90 € que tu avais placé pour solder ton compte alors qu'il est interdit aux joueurs de paris en ligne. Ceci dit, tu t'en es plutôt bien servi, tu as plutôt bien rebondi pour obtenir tes meilleurs résultats dans la foulée. En septembre 2016, tu es 164e et c'est à ce moment qu'intervient ta suspension. Tu as pris 7 mois écarté du circuit et 10 000 $ d'amende. Mais ta durée de suspension a finalement été réduite de moitié, c'est ça, non? C'est ça. Ouais. Et ton amende a été compensée par des travaux d'intérêt généraux, non? La moitié. La moitié, d'accord. Tu redescends 450e pour revenir plus fort. 142e à ton meilleur en janvier 2019. Tu as remporté 2 challengers et 5 tournois futurs depuis tes débuts en 2012. Ta surface préférée est le dur. Ton coup l'amorti. On a d'ailleurs sorti quelques-unes bien placées contre Richard à Metz. J'ai vu une vidéo tout à l'heure. Tu fais un début de match incroyable. Et le tournoi que tu mets au-dessus des autres est Wimbledon. Roger t'a invité 3 semaines à t'entraîner chez lui à Dubaï fin 2018. Tu es pour le PSG. Tu as appris la magie dont tu es tombé amoureux en 2017 pendant une période de blessure. On te surnomme le chat pour ton relâchement sur le terrain. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose, Constant, à ton parcours jusqu'à… Non, c'est assez complet. D'accord. Ça me paraît juste. Ceci dit, j'ai rien trouvé sur les jeunes et les juniors. Quel résultat notoire? Ouais, c'est normal. Je n'ai jamais joué les juniors, c'est pour ça. D'accord. J'étais chez moi, je faisais des tournois adultes. Enfin, j'ai jamais fait le circuit junior parce que j'étais pas du tout part de la fédération française. Ouais. Donc, j'étais chez moi, j'allais à l'école et puis je faisais des tournois le week-end, là, voilà, comme normalement, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as pris ta première raquette et comment s'est passé les premières sensations? Ouais, je me souviens bien. J'avais 6 ans et puis avec ma sœur qui a 1 an et demi de moins que moi, on voulait faire un sport le mercredi. Donc ma mère nous a inscrits au judo. On n'avait pas aimé et puis on a essayé le tennis. Ouais. Ça nous a plu à tous les deux. Donc on a fait 1 an ensemble. Puis ensuite, moi, je suis passé dans un groupe, on va dire entraînement à 7 ans, 8 ans, et elle est restée en mini tennis. Donc du coup, elle a voulu arrêter comme elle était plus avec moi. Donc voilà, j'ai joué à Amiens jusqu'à mes 15 ans, tout en suivant un cursus normal à l'école. Et puis ensuite, je suis descendu dans le sud de la France, à Nice, dans l'académie Charles Offray, à l'ISP Tennis Academy, Yes. à Sophia Antipolis. C'est maintenant où il y a l'académie de Moratoglou. Ouais. Et puis je suis resté 2 ans là-bas et j'ai passé mon bac par correspondance en restant là-bas pour bien m'entraîner. Et puis voilà, après ça, j'ai eu une période un peu dure de blessure où j'ai voulu arrêter le tennis à haut niveau. Ouais. Donc après l'académie, je suis rentré chez moi. Et puis j'ai fait un BTS management des unités commerciales en école. Donc là, c'était 35 heures semaine. Donc je jouais plus du tout au tennis. Et puis à 20 ans, j'ai continué un peu à rejouer. Et là, j'avais le niveau à peu près -15, -30. Donc j'ai quand même continué à faire des tournois. Et puis j'ai essayé de faire quelques futurs. Et c'est un peu la galère, mais ça m'a donné envie. Et puis voilà, c'est de là que c'est parti ma carrière professionnelle. Tu peux nous préciser ton évolution au classement français de non classé Ouais. à 30? Ouais. Alors, non classé. Ensuite, je vais pas parler des intermédiaires, mais je vais faire les classements. Parce qu'avant, il y avait justement qu'un seul intermédiaire au mois de juin, mais maintenant, je sais qu'il y en a plein. Je sais même pas comment ça marche. Mais oui, j'étais non classé, 31. Après 15-3. Après 15-1. Après, je me suis maintenu une année à 15-1. J'avais été un peu blessé. Okay. Après 3-6. Après 1-6. Après -4. Après -2. Pareil, j'ai été aussi blessé. Ouais. Après -4, je crois encore. Et après encore -4. Et après promo ou -30 ou promo. À 17 ans, j'étais avec Gianni Mina
qui était aussi -4. On était les deux seuls -4 pour donner une idée du classement. Ouais. De ma génération, on était les deux au meilleur classement. Et puis à 15 ans, j'étais 3-6. C'est les seuls paliers que je me rappelle, mais dont je me rappelle. Donc, Mais voilà. t'étais dans les combien français? J'étais toujours jusqu'à mes 16-17 ans, j'étais dans les 15-20 meilleurs, quoi. Ouais, dans les 15 meilleurs, peut-être. Et Ok. puis à 17 ans, je me suis rapproché dans les 3-4 meilleurs, je dirais. Ouais. Et puis après, voilà, il y en a plein qui arrêtent. C'est un peu, voilà, il y en a plein qui, après le bac, décident de faire des études. Donc on était un peu moins. Et puis moi, je faisais partie de ceux qui ont continué. Donc après, voilà, en 92, c'était pas une génération très forte. Aujourd'hui, il y a Romain Arneaudo qui est dans le top 100 en double. Il y a Gianni qui est un peu blessé, qui était quand même 220 aussi, je crois. Puis voilà, je crois que c'est tout. Il n'y en a pas eu d'autres qui sont rentrés dans les top 500. Donc, t'es allé au bout de ton BTS? Le BTS était assez drôle. J'ai fait un an complet, normal. Au début de la deuxième année, je commençais parce que c'est vachement scolaire comme formation. Et je commençais à être un peu absent parce que voilà, je faisais un futur. C'était les qualifs, c'était le week-end, donc c'était bon. Mais quand je passais les qualifs, j'étais absent le lundi à l'école. Et donc là, je me justifiais aux professeurs, mais ils avaient un peu du mal à me laisser quand même venir, à me laisser rater les cours sans valider les matières et tout ça. Donc, au bout de 2-3 mois de la deuxième année, ils m'ont demandé de faire un choix. Donc, j'ai choisi de faire le tennis. Et donc, du coup, j'ai dû arrêter ma formation. Mais par contre, ils m'ont dit que, comme j'étais sportif de niveau, c'est tout ce que j'avais fait était acquis et que je pouvais reprendre à n'importe quel moment au cours de la deuxième année pour valider le diplôme. Mais je l'ai pas validé du coup. Et donc, pour soigner cette blessure à la hanche, t'as pas touché la raquette pendant plus d'un an, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est même plus d'un an. 1 an et 2 mois. Et J'aime pas trop parler de ça parce que voilà, mais en gros, oui, j'avais du mal je pouvais pas trop. C'était des périodes d'inflammation qui n'étaient pas régulières et dures à savoir. Donc, il y avait des jours où j'étais bien, des jours où j'étais pas bien, mais pendant 1 an et 2 mois, j'ai pas joué au tennis. Et avec quel fond t'es reparti sur le circuit? Parce qu'on sait qu'une saison coûte assez cher. Comment t'as subvenu à ces besoins? Bah, mine de rien, quand on joue les futurs en France, en étant français, ça coûte pas très très cher parce que moi, vraiment, à l'époque, je me souviens, voilà, fallait prendre l'IPIN, c'était $60 par an, il fallait payer son billet de train et puis les hôtels, on partageait les chambres. Donc c'était des hôtels en général qui valaient 60-70 euros, donc ça faisait un petit budget, mais c'était pas énorme. Voilà, je me souviens, on faisait des économies. J'avais pris un taxi, je prenais les avions les moins chers et tout ça, mais c'était galère. C'est sûr qu'on gagnait pas d'argent, mais j'avais pas le souvenir d'en perdre énormément. Je faisais le simple plus le double. Et voilà, mes parents, si j'avais un problème que je pouvais vraiment plus faire de tournois, je sais qu'ils m'auraient aidé. Et puis à côté de ça, je faisais aussi des tournois français que je gagnais en général. Où des tournois, il y avait quelques centaines d'euros à la gagne dans ma région, en Picardie, dans les Flandres, en Normandie. Et voilà, c'était avec cet argent-là que j'arrivais à financer les premiers futurs. Mais voilà, c'était pas des frais. J'ai jamais été en Asie, j'ai jamais été en Afrique, j'ai jamais été aux États-Unis. Vraiment, je faisais que les tournois en France et puis j'essayais surtout de me construire un bon niveau de jeu qui ensuite allait me permettre de peut-être voyager en étant plus serein, quoi. Mais au début, je sentais que j'avais pas le niveau de me qualifier. Puis à chaque fois que je me qualifiais, je perdais au premier tour du tableau parce que les mecs étaient quand même plus forts. Donc j'avais envie vraiment d'améliorer mon niveau et du coup, oui, je vais dire que ça coûtait pas très 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 cher par rapport à ceux qui voyagent aux 4 coins du monde. Tu peux nous raconter ton tout premier point ATP? Ouais, bah, tout le monde s'en souvient de son premier point. Moi, c'était à Bressuire. J'étais moins 15, je crois, et j'avais eu un tableau de qualif de 3 tours vraiment dur. J'avais battu Thomas Giraudot, qui devait être moins 15 aussi. J'avais battu Baptiste Dupuis, qui était numéroté, un gaucher. Et j'avais battu Sébastien Rocher, qui était moins 30 aussi. Donc, j'avais vraiment fait un bon tournoi de qualif.
Et au premier tour du tableau, j'avais joué contre Julien Dubaï, un Belge qui était 360 à l'époque, qui était tête de série 3. Et puis, je le connaissais pas du tout, mais j'avais fait un bon match et on était arrivé à 5-5 au troisième et j'avais réussi à gagner 7-5. C'était vraiment cool d'avoir pris ce premier point. C'était vraiment des bons souvenirs, quoi. Je viens de Dubaï, j'ai fait un an à l'Académie Mouratoglou dans les Yvelines. Il était dans la chambre en face de moi et tous les matins, j'allais taper à sa porte pour le réveiller. Ah ouais, tu le connais, ok. C'était un gars du matin et j'allais le réveiller tous les matins pendant un an. Ok. Ouais, il est sympa, il a arrêté maintenant. Mais... Ouais. Ok, et du coup, tu dis que les premiers tournois futurs étaient assez durs, que tu n'avais pas le niveau. Mais comment tu l'as obtenu ce niveau? Qu'est-ce que tu as changé pour progressivement passer les paliers? Déjà, je tiens à dire pour ma défense que le niveau des futurs en France, il était à l'époque vraiment hyper fort. Il y avait tous les mecs comme David Guez, Nicolas Renavant, il y avait John Esrick, tous ces mecs-là, c'était vraiment les cadors de la tournée française. Donc moi, j'étais entre guillemets que moins 30, moins 15, donc c'était dur de battre des mecs comme ça. Et puis, je dirais que je me suis fait le niveau avec l'expérience à force d'en jouer. Et puis, il a fallu juste un jour d'un déclic, un seul déclic, un petit truc, un petit coup de chance qui a fait que tout ce que j'avais accumulé comme défaite, comme échec, tout est basculé de l'autre côté. Et le déclic, il est assez anecdotique. Et je sais pas si je peux enchaîner sur ça, mais je vais le raconter. Ouais, bien sûr. C'était, je pense, peut-être 1 an et demi après avoir pris mon premier point. Je galérais, j'avais repris seulement un deuxième point l'été. Et là, je faisais la tournée Feucherolles, Bagnoles de l'Orne, Bressuire-Feucherolles. Et au tournoi de Feucherolles, je joue les qualifs de 64. Et je perds au dernier tour contre un Allemand. Et donc là, je rentre chez moi, parce que j'habite qu'à 2 heures de Feucherolles. Donc je rentre chez moi et... Enfin, avant de rentrer chez moi, je signe pour être lucky loser et justement, je finis 3e sur 5. Ouais. Parce qu'il y avait 5 mecs avec des points ATP, enfin bref. Et puis, il se trouve qu'il y a un mec qui rentre direct parce qu'il y a un mec qui se retire du tableau. Donc, j'étais 2e et puis le 2e gars était là. Donc, je lui demande s'il reste. Il me dit oui. Donc, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Et puis, le soir, je vais boire un verre dans Amiens avec mes amis et tout ça. Et puis là, je reçois un message justement de Danilo Petrovic, c'est un bon ami à moi qui est joueur aussi sur le circuit, qui est top 200, qui me dit que justement c'était, je crois que c'était Martin Weiss qui était reparti à Marseille et que j'étais numéro 1 et que Danilo lui était malade, il avait de la fièvre et que peut-être demain matin il allait pas jouer, il devait jouer en premier match. Okay. Je dis ah bon, ok, donc fallait signer avant 10 heures. Donc finalement le matin il m'appelle à 6 heures, il me dit qu'il peut pas jouer, donc il me conseille quand même d'aller signer, voilà, pour au cas où il jouerait pas, il était pas sûr, mais et donc j'y vais et puis je signe et puis je rentre dans le tableau final, donc et là je joue un autre Serbe qui se fait mal à 3-1 ou 4-1 au premier set, qui abandonne. Pour toi? Donc, je prends pour moi, mais il se fait mal et il abandonne, il devait être 400. Et donc là je passe en quart de finale, je gagne mon deuxième tour. Oui, je gagne mon deuxième tour, je passe en quart de finale, je gagne après en quart contre Elie Rousset. En demi, je bats un Hollandais qui devait être 200, 220, et puis je me retrouve en finale du tournoi, et là je joue contre David Guez. Ouais. Et là je prends 6-0, 6-1 peut-être en 25 minutes, parce que j'étais un peu pris par les émotions de ma première finale et tout ça, et puis, du coup, je prends un spécial exemple pour le tournoi d'après en Angleterre. Et puis là, je refais quart de finale. Et puis là, je suis monté, je crois, 800e directement. Et puis là, c'était parti, quoi. C'est bon, ça. Et là, je finis mon année. Je finis quand même cette année-là avec une wildcard aux qualifications de Bercy, en perdant 3-7 contre Carreno Busta. Alors que j'étais au début d'année, j'avais pas un point. Et que voilà, mais vraiment, j'ai senti ce déclic, un peu le facteur chance. Que machin tombe malade, que l'autre rentre à Marseille et tout ça, que je rentre, que le mec se blesse et tout. Et tout ça a fait que j'ai fini l'année quand même au qualif de Bercy, quoi. Au classement, t'es combien à la fin de l'année? Au classement, j'étais 430. Ah, c'est beau.
Incroyable. Ouais, c'était beau. Ouais. C'était une belle récompense de la Fédé. Ouais. C'était bien. Un rapide break pour nous filer un immense coup de main, mais nous un like dès maintenant si t'es sur YouTube, ça nous aide comme jamais à faire connaître notre travail. 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify, et un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Abonne-toi à notre newsletter gratuite en lien dans la description. J'envoie 2 ou 3 mails par semaine avec le conseil coaching numéro 1 de notre dernière invitée du podcast, ainsi que nos offres ponctuelles. Et si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme, t'as accès à la masterclass sur le coup droit parfait avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu autour de ce coup, de gagner en sérénité dans les moments chauds, en ayant un meilleur centrage à la frappe, et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle. Découvre ce cours très complet ainsi que sa bande-annonce sur le deuxième cours en description. C'est à la fin de ta première année sur le circuit. Non, ça fait 1 an et demi. Ta Ouais. deuxième année. Ouais, ça fait peut-être 2 ans, mais voilà, les années d'avant, je les considère pas vraiment comme aussi le circuit, quoi. Je faisais peut-être 10 futurs en France dans l'année, avec mon BTS sur le côté. Mais oui, c'était, on va dire, ma première vraie année de circuit. Là, je commençais à voyager en Espagne, en Italie et tout. Je commençais vraiment à vouloir rentrer dans le top 300, quoi. Yes. Donc après, tu envoies ta troisième saison. Ça s'est plutôt bien enchaîné aussi. 205e, c'est ça? Non, non, il y a une autre saison. Donc la saison après celle-là, je stagne. Je fais 2 finales en futur dans l'année. Je finis l'année 450 pareil. Donc il y a vraiment une année où je stagne. Et puis après, là, je suis parti à Paris m'entraîner dans une autre académie qui s'appelait Players, à rue à ma maison, avec Grégoire Barrère et Jérôme Miserio et Victor Giramagin. On était 4. Et puis là, on avec Greg. Comment? C'était tenu par qui? C'était tenu par Franck Lemousse, c'était son nom, et il y avait comme entraîneur, c'était Mathieu Rodriguez qui m'entraînait. Ok. Et avec Grégoire, on s'est tiré une bonne bourse cette année-là. On était tous les deux 450 et on est tous les deux montés 250, je crois, ou 260, un truc comme ça. Et puis voilà. Puis après, on est partis tous les deux à la Fédé, je crois, avec Greg. Et on a fini tous les deux pareil aussi, 160. Donc là, tu bascules sur les challengers déjà depuis un petit moment. Ouais, voilà. Ouais. À partir de 300, même un peu avant. En fait, je fais un gros coup à Saint-Brieuc où j'étais 400 et je fais qualifier demi. Et puis là, je me retrouve vite 300. Je prends un spécial examen en Turquie où je bats des bons gars. Je bats Basilashvili. Je bats des bons gars. Je fais une autre demi et je me retrouve vite à 260, de 400 à 260. J'ai jamais été dans les 300, je crois. C'est fait assez vite. Puis après, j'ai un peu stagné jusqu'à d'un coup gagner un challenger alors que j'étais 280. J'étais 270. Et puis, j'ai gagné un challenger, un 90. Et là, je suis monté direct 205. Comment tu as vécu la différence de niveau entre Futur et Chal? Bizarrement, s'il y a pas, déjà la grande différence, c'est les conditions de jeu. C'est impressionnant. En challenger, je me rappelle, juste aller s'entraîner et qu'ils nous donnent des balles neuves pour aller taper, c'était incroyable. On n'en revenait pas, quoi, d'avoir un budget où ils donnent des balles neuves à chaque fois comme ça. Et puis voilà, les conditions de jeu, il y avait un peu de monde. On jouait sur des terrains qui étaient de meilleure qualité. Et voilà, tout ça fait que le niveau de jeu qui avait été acquis en futur dans des conditions un peu merdiques, il était un petit peu plus élevé en challenger. Et puis jouer des mecs qui étaient mieux classés, c'était aussi un peu facile de se lâcher, quoi. Moi, j'étais un peu nouveau dans les challengers et puis j'ai fait un bon coup en gagnant à Ostrava, en République tchèque. Mais voilà, le niveau, il est pas énorme. La différence n'est pas énorme entre un mec qui est 350 et un mec qui est 150. Hein. Ça se joue sur des petits détails, la régularité sur une saison, l'expérience, mais j'ai pas senti une énorme différence du tout entre futur et challenger. Ok. Est-ce que tu peux nous sortir une ou deux galères un peu mythiques que tu as vécues, que ce soit en futur ou en chal, des trucs un peu de l'espace, quoi? Ouais, j'en ai une, j'en ai une qui était pas mal, mais c'était pas en futur. Je faisais les championnats du monde par équipe avec la France en 16 ans. Je crois que c'était la Coupe d'hiver, ça s'appelait. Ouais. C'était à Prague et j'étais avec Alois Bust en coach et Gianni Mina et Romain Arneodo.
Et c'était la première fois de ma vie que j'allais faire un match à l'étranger. Donc c'était à Prague. On avait tous 16 ans. Et puis on arrive à l'aéroport. J'avais une petite valise noire que ma mère m'avait aidé à faire et tout. Et puis on arrive à l'aéroport, on prend les valises, on arrive à l'hôtel. Et là, j'ouvre ma valise et j'avais pris la valise d'un passager, quoi. Donc j'ouvre la valise, c'était pas ma valise. Et donc Aloïs, il avait dû reprendre un taxi. C'était à plus d'1 heure et demie de Prague pour aller retourner, reposer la valise. Et il avait heureusement trouvé ma valise qui tournait encore sur le tapis. Et donc il me l'avait ramené, quoi. Mais c'était assez drôle. En plus, j'étais un peu novice des voyages, donc c'était assez drôle. Et sur les futurs ou challengers, tu te souviens pas un truc, Sur les futurs et challengers, j'ai vraiment pas d'anecdotes drôles, de trucs qui me sont arrivés un peu inédits. Juste une fois, un futur en Espagne où je me souviens que j'avais hyper galéré à trouver le club. Mais vraiment, j'arrivais pas à prendre le train, à trouver la ville. Il y avait plusieurs villes du même nom. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas eu d'histoire. Je pense pas avoir une histoire assez croustillante digne de Tennis Légende à raconter. tu réinvestissais tout ce que tu avais chaque année ou tes parents te filaient un peu d'argent? Tu faisais comment? Non, j'avais les matchs par équipe en France qui rapportaient quand même un peu d'argent, donc il y avait ça. Et puis en étant 400, voilà, je sais pas combien je mettais pas de côté, mais j'arrivais à vivre avec l'argent que je gagnais un peu, on va dire. Mais mes parents m'ont pas aidé quand j'étais sur le circuit, il y avait pas besoin. Voilà, j'avais pas d'argent de côté, mais ça se faisait plutôt bien. Les matchs par équipe, tu les jouais avec quel club? Je les ai joués à La Morlaix en Picardie, je les ai joués aussi à Nice. Et je les ai joués à Aubonne, dans le Val d'Oise aussi. Et puis cette année, je suis à Saint-Amand-les-Eaux, à côté de Lille, à 40 minutes de Lille. Okay. J'ai lu que tu disais qu'en t'approchant du top 100, que le niveau était… voilà, on fait toute une montagne de ce top 100, mais que tu sentais que le niveau était à ta portée, que ce n'était pas si incroyable. Ouais, je sais plus quand j'ai dit ça, mais ouais, c'est incroyable. Les mecs dans le top 100, ils sont quand même très réguliers. Il y a pas de cadeau. Moi, je sais que je peux gagner. J'en ai déjà gagné des matchs dans le top 100. C'est quelque chose qui est réalisable par beaucoup de monde, en battre. Mais par contre, pour monter dans le top 100, ça veut dire faire une saison régulière. Et ça, je respecte beaucoup les mecs qui sont top 100, qui arrivent physiquement à faire une année complète et tout ça. Ça, c'est pas facile. Mais c'est vrai que le niveau de jeu d'un mec qui est 80, c'est le même qu'un mec qui est 140, je pense. Ouais. Tu sens que t'es pas loin, que ça te tend les bras? Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste ne pas être blessé, ne pas avoir de pépins physiques, je pense. Et puis avoir confiance en soi, être prêt physiquement et avoir un petit déclic, un petit coup de chance. Ça arrive, des mecs on en a vu plein, des mecs qui étaient lucky losers, qui gagnaient un ATP, ou des mecs qui font un tournoi sur un nuage et qui leur permettent après d'être tableau à tel tournoi et enchaîner. Voilà, moi je continue personnellement de croire que c'est possible. J'en suis pas loin, mais voilà, il faut persévérer dans ce qu'on pense être le meilleur pour y arriver. Tu te donnes, je sais pas, tu as un nombre d'années ou nos limites, tu penses pas du tout à une deadline particulière? Ouais, quand j'avais 22 ans, je me disais, allez, je me laisse encore 2 ans. Mais là, maintenant, j'ai 27, j'ai arrêté de me donner des années. Je suis content, je suis hyper content du travail que je fais. Et voilà, je jouerai au tennis et j'essaierai d'y arriver, si j'y arrive pas avant, jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à ce que mon corps il me dise stop, quoi. Mais je me donne pas un nombre d'années, non, parce que je sais que je peux vraiment y arriver, quoi. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé les 3 semaines avec Roger à Dubaï? Ouais, bah c'était super. J'étais avec Corentin Moutet là-bas. On était tous les deux parce que Roger voulait voulait avoir 2 mecs en face de lui pour les exercices un peu plus durs, pour bien le faire bosser. Ouais. Donc moi j'étais avec Corentin là-bas, on s'entraînait le matin tous les deux. Ouais. Juste Corentin et moi, on se faisait des sessions de 3-4 heures. Et puis l'après-midi, on jouait 1h30, 2 heures avec Roger à 2 à chaque fois.
je me suis jamais entraîné juste avec Roger. À chaque fois, on était à deux avec Corentin face à lui. Mais c'était une superbe expérience. Roger, c'est un mec qui est incroyable. Je pensais pas du tout qu'un champion comme ça pouvait être si gentil. Et voilà, Roger, il a pris un peu de temps aussi pour me parler de mon jeu, me donner quelques conseils de lui, de sa carrière, des moments un peu durs qu'il avait eu quand il était jeune, qu'il était nerveux. Donc c'était vraiment hyper enrichissant d'avoir côtoyé un mec comme ça. Enfin, tout le monde le connaît, c'est Roger, quoi. C'est une légende vivante. Et pour la petite anecdote, il y a ma famille qui est venue là-bas, enfin ma mère et mes deux sœurs, et puis elles ont rencontré Roger. Et Roger, il était adorable je prenais un peu de recul et je voyais Roger rigoler avec ma mère et mes sœurs, et il leur faisait des blagues et tout ça. Et il est vraiment incroyable, Roger. Je pensais pas. Et puis maintenant, du coup, je le connais un petit peu. Enfin, il me dit bonjour et ça me fait toujours bizarre, quoi, parce que Énorme. c'est Roger, quoi. Ouais. On peut cacher le micro. Et Séverin et Lubitschik, Séverin Louki et Lubitschik te filaient quelques conseils aussi? Ouais, c'est vrai, un petit peu, mais voilà, c'était quand même les entraîneurs de Roger. Ils étaient super sympas, mais non, ils me coachaient pas. Moi, je suis allé tout seul là-bas, j'avais pas de coach. Vous partagez les repas, les déjeuners, les dîners, ou chacun fait sa vie Non, chacun faisait sa vie. Ok. Séance physique? Voilà, j'avais pas. Séance physique, pareil, on faisait pas du tout avec Roger. Là. Il paraît qu'il est assez secret sur le physique avec son préparateur Pierre Paganini. Ouais, on le voyait, nous on le voyait un peu bosser, mais je sais que là-bas, oui, il n'y a pas de caméra, il n'y a personne qui vient voir ses entraînements, il s'entraîne dans un hôtel. Il préfère bosser dans l'ombre. Je sais pas comment on peut dire, mais voilà, je sais pas, ça me regarde pas. Je sais pas s'il bosse tout seul, qu'il aime pas trop qu'on le regarde. Je sais pas trop. Et comment s'est passé le rapprochement? C'est son agent qui t'a contacté ou c'est Mirka qui t'a appelé? Non, moi c'est tout simplement la fédération française de tennis qui m'a fait ce cadeau. C'est Olivier Malcor qui m'a appelé pour m'annoncer cette bonne nouvelle début décembre. Comme j'avais fait une super saison, ils avaient considéré de me faire ce cadeau-là. En fait, Roger avait demandé 2 Français, il n'avait pas demandé je veux Constant Lestienne et Corentin Moutet. Mais voilà, je crois qu'il a dû demander à la Fédé. Et puis la Fédé a voulu récompenser les 2 joueurs qui avaient peut-être fait la meilleure saison. Je sais pas exactement, mais on m'a proposé et j'ai accepté, quoi. Tu m'étonnes. Qui t'a surnommé le chat sur le circuit? Je sais même plus, mais c'est vrai qu'on m'a beaucoup comparé à Monsieur Messire, qui était surnommé le chat, qui a fait demi-Roland, ouais. Et qui jouait un peu relâché, un peu comme une guimauve. Je sais pas trop, mais je sais plus d'où ça vient, mais beaucoup de monde m'associe à ce joueur. C'est quoi ton coup le plus naturel? C'est l'amorti de coup droit, ça c'est sûr. C'est incroyable. Mais c'est le coup le plus facile à faire pour moi. C'est plus facile à faire qu'un coup droit lifté, quoi. Ah ouais, c'est ouf. Tu penses que t'en tentes combien par match? Sur dur, pas beaucoup, peut-être 10, mais sur terre, peut-être 20, quoi. Ouais. Ton coup faible? Mon coup faible, j'en ai pas, bien sûr. Je vais pas révéler mes coups faibles sur Internet, attention. Après quoi tu t'accroches aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimerais vraiment réaliser avant? J'aimerais vraiment passer dans un premier temps la barrière du top 100. C'est ce que j'essaie de mettre en place. Et puis j'aimerais aussi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de me qualifier en Grand Chelem. Ouais. J'ai pas encore réussi. Là, les 2 derniers Grands Chelems, j'ai perdu au dernier tour des qualifs. Et je sens que je suis de plus en plus prêt à... Justement, c'est ce que je parlais d'expérience. Avant, je trouvais ça impossible de gagner un match en qualif. C'était impossible, le stress, le Grand Chelem. Puis j'ai gagné un match, 2 matchs, 3 matchs. À chaque fois, je perdais au deuxième tour, tout le temps. Après, c'est passé en 3-7, nanana. Et puis pour la première fois, là, en août, à l'US Open, je suis allé au dernier tour. Et puis là, en Australie encore. Et maintenant, je trouvais ça aussi impossible de me qualifier. J'ai pris quand même deux fessées au dernier tour des qualifs, mais je me dis que ça va passer, quoi. La prochaine fois que je serai au dernier tour, déjà, j'aurai 2 matchs d'expérience et ça va le faire. Et ça me fera plaisir de faire un tableau de Grand Chelem. Ton plus gros pétage de plomb sur un court, tu t'en souviens? Attends, il y a un tracteur qui passe là.
Alors, moi, je suis pas un casseur de raquettes comme Benoît ou ça m'arrive jamais. Si, j'en ai peut-être déjà cassé 5 ou 6 dans ma vie, quoi, mais je casse jamais de raquettes. Mais par contre, je me souviens m'être fait sortir du cours par mes parents, ouais, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais pas une mauvaise attitude, mais c'était pas sur le circuit, quoi. Après, des pétages de plomb, non, j'ai pas. On va dire, je parle beaucoup, je m'énerve, mais j'arrive quand même à rester dans les matchs et pas vraiment à péter les plombs, comme je vois des fois des vidéos, les mecs qui fissurent total. Non, Ouais. ça va encore. Mais dans la tête, je pète les plombs, mais je le montre pas trop extérieurement. Ouais. Selon toi, quelle est la plus belle main sur le circuit? Bah, Benoît, c'est le premier mec qui me vient à l'esprit. Benoît Paire. Je trouve que j'ai déjà joué contre lui, avec lui. Il met vraiment la balle où il veut, en amorti de revers, même en amorti tout droit. Après, j'adore. Qui c'est qui a une bonne main? Bah, je vais pas dire Roger parce que c'est trop simplet, non. Mais je vais dire Rafa. Rafa, il m'épate. En fait, Rafa, parce que Rafa, on croirait pas d'un premier abord tellement il est puissant, mais il a une main. Ouais. Je me faisais cette réflexion, je ne l'ai jamais vu de ma vie rater un slice de revers. On voit qu'il fait souvent des slices de revers londines et je ne l'ai jamais vu en rater un. Et à chaque fois qu'il fait une amortie, il gagne le point. Et ça, et les volets amortis aussi qu'il vient déposer, Rafa, il m'impressionne aussi. Hein. Mais Benoît, voilà, c'est plus spectaculaire. C'est des rétros, des machins, c'est magnifique. Hein. Un épisode avec Fabrice Santoro qui me disait que selon lui, la plus belle main était peut-être Rafa venant de Santoro. C'est quand même incroyable. Voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que mes analyses ne sont pas si terribles. Est-ce que tu as une sorte de mentor sur le circuit de gars qui t'inspirent, dont tu essayes de prendre un peu exemple? Non. Non, j'ai pris un peu de tout le monde. J'aime bien, il y a un mec qui me fait bien rire et que j'adore parler avec lui, c'est Stéphane Robert. Je sais qu'il aime bien lui donner des conseils aux petits jeunes et tout ça, d'expérience. Mais c'est pas du tout un mentor, non, j'ai pas de mentor. T'as eu 2-3 discussions avec lui qui t'ont débloqué des trucs ou Non, pas débloquer des trucs, mais de voir comment il est, comment il se comporte et comment son approche par rapport au tennis, ça fait toujours du bien, je sais pas, d'être avec lui, de parler avec lui. J'ai l'impression que ça nous relâche et ça nous fait prendre du recul. J'adore ce mec. Ouais, il est incroyable. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un jour où tu as été totalement injouable? Ouais, cette année, j'ai fait un match à Porto Rose en quart d'un challenger, ou non, en huitième, contre un Italien, Matteo Viola, qui est 200e, contre qui j'avais perdu 6-1, 6-2 quelques mois avant. Et là, j'ai gagné 6-0, 6-1 en 35 minutes. C'était pareil le soir, de nuit. J'avais l'impression que je pouvais rien rater. Tout ce que je tentais, ça passait. Quand il m'a serré la main, il était défait, mais il m'a quand même dit bravo. Mais je sentais, il comprenait pas du tout ce qui venait de se passer. Il a vraiment pas compris. Mais voilà, ça arrive rarement quand même. Mais ça m'est arrivé quelques fois dans ma carrière. Mais le dernier en date, c'était celui-là, cet été à Porto Rose. Est-ce que tu as une bête noire? J'ai pas la sensation d'avoir une bête noire. Juste, il y a quelques mecs que j'ai eu du mal à jouer. Il y a David Guez que j'ai perdu 6 fois d'affilée avant de le battre une fois pour la première fois. Mais sinon, il y a Elias Simmer que j'ai joué 4 fois, que j'ai perdu 4 fois, 6-4, 7-5 au troisième. Mais après, les mecs que j'ai tout le temps perdu, non, je crois pas. J'ai pas de bête noire. Non, j'ai pas un mec où je me dis ouais, c'est mort. Non. Quel a été le plus gros frisson que tu as eu sur un cours? C'était où? Le plus gros frisson que j'ai eu, c'est la première fois que je me suis qualifié en ATP. C'était à Estoril. Et là, j'étais pas très bien classé. Je devais être 300 ou 400 et j'avais battu Pedro Sousa au dernier tour des cages devant son public au Portugal 7-6, 7-6. Et j'avais jamais, là, me qualifier, de m'imaginer faire un tableau d'ATP et tout. À la balle de match, je me souviens, il a fait un revers qui est sorti en longueur. J'avais des frissons même là en le racontant. Ça me rappelle des souvenirs, c'était trop cool.
Et après, voilà, les 2 fois où j'ai gagné les Challengers, le fait de finir une semaine en vainqueur, ça fait quand même plaisir aussi. Hein. Ton premier tour contre Gasquet à Metz, tu l'as vécu comment? Parce que tu commences méga agressif, tu mets que des. Là, tu le prends à la gorge. Ouais, bah mais là, voilà, c'était un match que je prenais vraiment. Je suis vraiment parti du début en me disant que j'allais le battre, quoi. Je me voyais bien le battre avec mon jeu. Et on s'était entraîné pas mal de fois ensemble l'hiver au CNE. J'arrivais à lui prendre des sets et tout ça. Et voilà, Richard, bah, j'ai eu une ouverture à 4-3, 0-30. Et puis finalement, bah voilà, l'expérience a parlé. J'ai raté un ou deux passings à 30A, machin. Et puis au deuxième set, il a pris plus confiance et moi un peu moins. Mais c'est vrai que Richard, je savais ce qu'il faisait avec son revers, ses coups pour croiser et tout ça. Et j'avais vraiment mis une tactique en place de lui rentrer dedans. Et puis voilà, comme je jouais un mec qui était si bien classé, j'avais un peu moins de pression que jouer un autre match. Donc c'est vrai que j'avais fait un bon match, mais malheureusement, il m'avait quand même battu. Est-ce que ça t'est arrivé de faire la bringue un peu sur le circuit? Non, pas énorme. Oui, ça m'est déjà arrivé d'aller boire des bières après avoir perdu un match à l'autre bout du monde avec les mecs au tournoi. Voilà, on est toujours toutes les semaines ensemble. Mais par contre, oui, j'ai jamais fait des bringues à me coucher à 6h du mat en tournoi et tout ça. Ça c'est... Non, parce que j'allais pas à l'autre bout du monde pour ça. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment dans ton évolution, tu as pris le boulard? Bah alors là, ça c'est pas à moi de le dire. Si je pense pas. Après, j'espère pas surtout, mais non, parce que tous les mecs, voilà, qui sont moins bien classés, que je vois faire des futurs, je suis en contact avec eux tout le temps et je sais où ils sont et que c'est dur et tout ça. Et voilà, moi, je suis pas non plus un génie du tennis. Je suis que 200e. Donc, j'essaie de pas avoir le boulard, tout simplement, parce que voilà, j'aime pas trop ça. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier sponsor et ta toute première dotation de fringues, ce que tu as ressenti quand tu l'as reçu? Ah ouais, alors là, je m'en souviens très bien. C'était grâce à Charles Offray. Il m'avait dégoté un contrat Adidas Ouais. sur 2 ans. J'avais 15 ans et quand j'avais ouvert les cartons et que je voyais des trucs Adidas emballés neufs et que je me disais que c'était pour moi, tout ça, c'était incroyable. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai des habits, aujourd'hui, je suis avec le coq et quand je reçois des habits sous blister, je réalise juste à quel point j'ai de la chance, quoi. C'est stylé en plus le coq. Il vous file des vêtements de ville aussi? Ouais, on a le droit vraiment à tout ce qu'on veut avec le coq. Bah, justement, il part du principe où voilà, si on peut s'habiller en ville le soir quand on va dîner au resto et tout ça, c'est bien. Et puis ils font des collections de sportswear, ils appellent ça, qui sont quand même géniales, surtout les pompes qui sont hyper cool, quoi. Comment est-ce que tu essayes de rester fit là pendant le confinement? Bah, au début, je m'entraînais vraiment beaucoup parce qu'on pensait tous se reprendre dans 6 semaines, au bout de 6 semaines, mais finalement, voilà, on sent qu'on va pas reprendre tout de suite. Donc, pour l'instant, je reste juste fit, on va dire. Je fais 2 heures de sport par jour. Je vais courir 2 fois par semaine. Et puis voilà, je fais des abdos, un peu de muscu du haut, un peu de muscu du bas. Et c'est tout, quoi. Mais je fais le minimum pour rester fit et pour être prêt à m'entraîner quand on aura plus de visibilité sur la date de reprise. Ouais. Quelle utilisation tu as des réseaux sociaux et combien de temps tu passes par jour, tu penses, dessus? Bah, j'utilise que Instagram. Ouais. Après, des fois, je fais un petit tour sur Twitter ou Facebook, mais je l'utilise pas trop. Mais Instagram, ouais, j'y passe je sais pas, 40 minutes par jour quand même. C'est beaucoup trop, quoi. Mais je sais qu'il y en a qui utilisent ça beaucoup plus. Mais j'aime pas trop être dépendant des réseaux, mais c'est quand même important pour plusieurs choses, les moyens de communication, l'image, les sponsors. Donc on est obligé d'y être. Moi, j'aime pas du tout être sur les réseaux, mais je le suis, quoi. J'avoue que je passe des fois mon temps des fois je regarde des stories, mais je me dis pourquoi, je veux savoir ce que les autres font. Mais voilà, on va dire que c'est la nouvelle vie, la nouvelle génération qui fait qu'on est comme ça maintenant, quoi. C'est quoi tes 3-4 comptes? Je l'assume. Un peu référents. Mes 3-4 comptes que je suis, alors c'est que des comptes de magie.
Je Ah ouais? suis quand même les trucs de tennis et tout ça, mais l'Instagram, je m'en sers beaucoup pour la magie, suivre des magiciens et prendre des idées de ce que je vois. Énorme. Mais sinon, je suis tous les mecs de tennis là. Non, pas tous les joueurs, mais tous les comptes ATP et tout ça où ils relaient toutes les vidéos. Tennis légende. Enfin, j'aime bien avoir des vidéos qui m'intéressent et qui donnent du plaisir à voir. J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir Tsitsipas, savoir ce qu'il fait dans son salon. Enfin, je m'en fous, quoi. Voilà, j'aime bien avoir des vidéos de paddle, des points incroyables, des trucs comme ça qui divertissent, quoi. Tu peux nous dire comment tu as appris la magie et enfin, qu'est-ce que tu kiffes dans la magie? Ouais, bah, j'ai toujours un peu aimé ça, mais en 2017 que j'étais à la Fédé, j'ai eu une pubalgie pendant plusieurs mois et je savais que j'allais pas jouer pendant 3-4 mois. Donc du coup, j'ai voulu commencer la magie. Je suis allé dans un magasin à Paris. Et puis là, j'ai vu deux mecs dans le magasin de magie qui faisaient voler des cartes et tout ça dans tous les sens. Et j'étais impressionné. Et ils m'ont vu les regarder. Ils sont venus vers moi. Ils m'ont demandé comment je m'appelais, si j'étais magicien depuis longtemps. Je leur ai dit non, je viens juste de commencer. Je connais rien. Puis après, ils m'ont dit vas-y, fais-nous un tour. Puis là, donc, je me mets à trembler. J'essaie de faire un truc pourri que j'avais vu sur YouTube. Et puis il me dit bah tiens regarde mets ton doigt comme ça machin. Puis bref en fait ces deux mecs là m'ont emmené dans un bar après, ils m'ont fait de la magie pendant 2 heures, j'avais des étoiles dans les yeux et là je me suis dit oh là là j'adore ça, je veux en faire, je veux être comme eux. Et puis tous les jours vraiment sans exception on se donnait rendez-vous le soir pour dîner et on passait des moments ensemble et ils m'ont tout appris, je leur dois tout à ces mecs là. T'es toujours pote avec eux? Je suis toujours pote avec eux, je les vois pas tous les jours, mais c'est grâce à eux que j'ai aujourd'hui un bon niveau en magie. C'est bon Ils ça. m'ont tout appris, eux, ils en faisaient depuis longtemps, et voilà. Et genre, dans les player lounge, dans les clubhouse, t'es réputé pour faire des tours non-stop ou... Ouais, au début, j'en faisais beaucoup parce que j'essayais de m'exercer et voir si mes tours ils fonctionnaient, mais maintenant, on va dire que j'en fais un peu moins dans les player lounge et tout ça, mais j'en fais toujours à l'extérieur et puis je fais quelques prestations en dehors du tennis de magie. Payé? Non, pas payé, parce que j'en fais souvent dans les maisons de retraite. J'ai une maison de retraite référence à Amiens avec mes petits vieux là. Je vais les voir dès que je rentre. Ils sont une trentaine et j'adore. J'y vais le dimanche matin. J'adore leur faire des tours. Ils ont des réactions d'enfants et ça me fait trop plaisir. Ensuite, j'ai fait sur quelques tournois de tennis des représentations, notamment à l'Open de Brest. Ouais. Voilà, j'étais un petit peu payé. Enfin, c'est juste ils m'ont payé le matériel, mes paquets de cartes et tout ça. C'était pas grand chose, mais ça me fait. J'adore en faire, donc c'est vraiment. Est-ce que ça permet de choper des gonzesses ou c'est une légende? Je sais pas. Alors il y a deux types de magiciens. Il y a les magiciens qui font de la magie pour choper des gonzesses. Ouais. Et ça, c'est pas des vrais magiciens. Et il y a les magiciens qui sont amoureux de la magie. Moi, je suis plus dans la deuxième catégorie, mais je pense que oui, ça peut vraiment aider à choper des gonzesses, c'est sûr. Et pour ta reconversion, tu penses que tu vas t'investir à balle dans ce milieu-là ou ça restera un hobby? Alors, je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est vraiment juste un hobby. Je me vois pas trop être magicien, mais on ne jamais dire jamais, quoi. On sait pas Ouais. trop. En préparant. Mais ça me déplairait pas. Ça me déplairait pas de rester, par exemple, dans le tennis, faire des événements de magie. Mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les années à venir. Il peut se passer tellement de choses, donc je prévois rien pour l'instant. Je ne sais pas encore. En préparant ta présentation, j'ai vu que tu avais appris la magie. Je t'ai demandé si tu pouvais prendre un truc, mais je pense pas que tu aies quoi que ce soit sous la main là. Ouais, non, là, il y a du vent. Là, il y a du vent. J'ai un paquet dans ma poche, mais ça va ressembler à rien. En plus, mon iPhone, je ne sais pas si je peux le faire tenir pour que ça ressemble à quelque chose. Je pense qu'il vaut mieux pas. Une prochaine. Une prochaine. J'ai quelques questions de fin pour terminer l'interview. Si le tennis n'avait pas existé, tu penses que tu aurais fait quoi? Je pense que j'aurais fait médecine. Mon père est médecin et j'étais passionné par la médecine, enfin tout ce qu'il m'a appris.
le corps humain, les os, tout ça. Et je voulais être radiologue quand j'étais petit. Mais voilà, le tennis a pris la place. Je me suis pas vraiment posé de questions après. Quelle est l'expérience la plus incroyable de ta vie? L'expérience, je vais dire avoir joué 2 semaines et demie avec Roger. Ouais, Parce que je sais pas quoi dire quoi d'autre. C'est peut-être pas la réalité, mais c'était une expérience de fou. Le plat que tu cuisines le mieux? Hamburger maison avec patates douces en frites. Voilà. Est-ce que tu as un livre? Est-ce que tu bouquines un peu? Et si oui, est-ce que tu as un livre qui a marqué ta vie? Non, je bouquine pas du tout. Ok. Un film référence? Pearl Harbor. Le concert le plus ouf auquel tu as assisté? Jamais été à un concert de ma vie. C'est très triste. Désolé. Est-ce que tu pratiques la méditation? Non. Tu fais appel à un préparateur mental? Non. Non plus, tu n'as jamais trop voulu? Non plus. Si, j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas trop accroché. Mais j'y pense de plus en plus. Je pense que ça peut vraiment m'aider, mais j'ai pas rencontré les bonnes personnes, je pense, encore. Ok. Quelle est la plus grosse période de doute de ta vie? Quand j'ai été blessé longtemps à 17 ans et que je suis retourné en première au lycée, que je joue plus au tennis, là, je me suis vraiment remis en question, savoir si j'allais vraiment pouvoir jouer au tennis. Ouais. Et là, je doutais, quoi. Et ton toi d'aujourd'hui dirait quoi à ton toi de ce moment-là pour le réconforter un peu et lui dire que ça va le faire, il va pouvoir il lui dirait que voilà, faut pas que 17 ans c'est jeune et qu'il y a toute la vie devant pour s'entraîner, pour réfléchir, prendre en maturité et pour se lancer et faire des bons choix. Donc ça sert à rien de douter à 17 ans, puisque 17 ans c'est encore très très jeune, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil numéro 1 d'un coach qui te revient relatif à ta carrière sur le circuit? Non, j'ai pas de coach, de conseils qui me reviennent précisément en tête. Ok. Est-ce que tu as une citation que tu aimes bien? Tu ne tentes rien à rien, j'aime bien cette citation. Tu tentes beaucoup du coup? Ouais, je tente beaucoup d'amortir. Est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast, que tu juges assez intéressante pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir? Non, je pense que vous serez meilleur que moi pour du recrutement. Je sais pas qui serait vraiment intéressant, je vais réfléchir à ça. Il y a Alex Sidorenko qui t'a coaché un peu. Ouais, il me coach toujours, Alex. On bosse ensemble. On bosse toujours ensemble là, depuis 1 an. Ok. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous mettre en contact? Ouais, il serait d'accord. Il serait d'accord, Alex. Je vais lui en parler. Bon, trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Constant? Le truc le plus dingue qu'on puisse te souhaiter pour terminer? Me qualifier, que Roland ait lieu cette année et de m'y qualifier. Yes, alors là, bon, c'est improbable un peu, mais bon. Pas de me qualifier, mais que ça ait lieu. J'espère profondément que ça aura lieu. Je suis content que ça ait été décalé et qu'on a peut-être une chance de le faire, mais avec la situation, on n'est pas sûr que ça ait lieu. Yes. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci d'avoir joué le jeu. Et, de rien, avec plaisir. Bon, merci Max, on se tient au courant dans tous les cas. À la prochaine. Allez, ciao Max, ciao. Merci d'avoir suivi cet épisode avec Constant jusqu'au bout et merci au chat du circuit pour sa fraîcheur. Mets-nous 5 étoiles et un commentaire sympa, j'adore te lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail, donc de le faire connaître à d'autres personnes. Tu l'as compris, ton commentaire a une grande utilité pour nous, donc prends ta plus belle plume et donne tout. Mets-nous aussi un like si t'es sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu peux envoyer un message à Constant sur Instagram pour le remercier d'avoir pris le temps de témoigner pour nous et nous taguer en story aussi au moment où tu écoutes le podcast. Ça nous aide à faire connaître ce contenu et à faire connaître aux gens qui te suivent la chaîne de podcast. Tu as accès à notre 12e masterclass sur le coup droit parfait si tu veux faire du deuxième coup le plus joué au tennis une arme. Ce nouveau cours a été tourné avec la biomécanicienne Caroline Martin. Tu vas être capable d'orienter ton jeu et de dicter les points autour du coup droit, de gagner en sérénité dans les moments chauds, en ayant un meilleur centrage à la frappe et être capable de tuer le point avec une plus grande vitesse et lourdeur de balle. Découvre ce cours très complet d'1 heure et sa bande-annonce sur le 2e cours en description.
À noter un point important, toutes les masterclass sont garanties satisfaites ou remboursées à vie. Avec une simple demande par mail, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas progresser et allez grappiller 2 classements cette année, les légendes. Tu as une offre pour t'abonner dans le lien en description et pour recevoir un nouveau cours tous les 15 jours et ainsi fracasser tes barrières sur le terrain. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est donc à la 12e et les 11 précédentes sont listées en bas de la page en description. Tu peux les commander directement ou alors en m'écrivant un mail à max@tennislegende.fr. Et si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même mettre ta pierre à l'édifice, n'hésite plus une seule seconde. Et par avance, un immense merci. Vous êtes une trentaine de légendes à avoir soutenu le podcast jusqu'à maintenant sur la plateforme Tipeee. Tipeee, c'est un moyen de nous soutenir financièrement à l'aide d'un don à partir de 3 € ou plus si le cœur t'en dit. Tu as le lien dans la description de l'épisode ou alors tu peux le faire en tapant Tipeee, Tipeee donc avec 3 E suivi de Tennis Légende Podcast dans Google. Le premier lien devrait être le bon et ainsi tu pourras nous régaler. Merci par avance. Blague à part, ça fait hyper plaisir de se sentir soutenu. Voilà, je le répète chaque semaine, mais ça fait une énorme diff à la fin de l'année et vraiment chaque type compte. Donc voilà, n'hésitez plus. Je réfléchis par ailleurs à organiser un premier stage de légende sur la côte basque ou ailleurs pour les beaux jours avec un coach de renom pour progresser sur le court, mais aussi avec des intervenants de haute voltige pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental et j'en passe. Donc plein d'aspects autour du cours. Il devrait y avoir une dizaine de places ou un poil plus, je sais pas encore. Si t'es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait, si toutefois t'es intéressé. Le sondage est en lien dans la description de l'épisode, il prend 2 minutes à remplir, ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux m'envoyer tes idées ou ton intérêt à max@tennislegende.fr. Pense au bouche à oreille, encore et toujours. Le bouche à oreille, c'est un travail de tous les jours. Chope des téléphones dans le métro, dans le bus, dans les boîtes de nuit qui ont réouvert et abonne les gens de manière compulsive. Au moins 3 par jour et 5 ou 6 à chaque soirée. Si tout va bien, on sera quelques millions sur cette chaîne d'ici un an ou deux. Ne lâchez rien. Et enfin, si tu as des idées sérieuses de partenariat ou autre, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn à Max Zamora ZAMORA ou sur Insta à Max_Zamora ZAMORA_TL. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende, il n'y a pas à dire. Merci pour les bonnes ondes. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.